Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Lille 106,6. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Campus Sport Club, épisode 8 déjà de cette saison 4. Et vous l'aurez peut-être remarqué ce soir, pas d'Adrien à l'animation, c'est bien moi, Mathis, qui serait là pour animer cet épisode 8. Et donc pour le remplacer aujourd'hui, vous commencez à connaître l'habitude des résultats des news, un petit débat, un quiz et les inévitables immanquable. Autour de la table ce soir avec moi Loïc. Salut Loïc, comment ça va ? Bonsoir Mathis, ça va très bien et puis très content d'être là avec vous ce soir. Avec Loïc également Raphaël. Salut Raphaël, comment ça va ? Salut les gars, ça va. J'espère qu'on va encore passer une bonne soirée. Je vois pas pourquoi on passerait pas une bonne soirée. Également Martin qui, je crois, nous a concocté un petit quiz, ça va changer. C'est ça, salut à tous, heureux d'être là, puis on va essayer de mettre en difficulté ces chroniqueurs du CSC pour voir s'ils sont au point sur l'actu. Restez connectés, ça sera après la deuxième musique dans l'émission. Et pour finir, Augustin qui est à la régie et qui nous présentera également les immanquables. Salut Augustin. Salut à tous. En tout cas, j'espère que je ne vais pas vous couper la parole à la régie, mais j'espère que ça va bien se passer cette petite soirée. Ça devrait, pas de problème là-dessus. On va pouvoir attaquer directement avec les résultats. La chronique est préparée par Loïc et on écoute ça juste après le jingle. Exploit, logique respectée, match serré ou gifle monumental, les différents résultats dans le Campus Sport Club, c'est tout de suite. Et petit contre-pied au foot, on commence avec de la moto. C'est ça, j'ai la lourde tâche d'énumérer les différents scores qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc je commence avec les sports auto, contrairement à mon habitude de la dernière fois en tout cas. Et en effet, Jorge Martin est champion du monde de MotoGP malgré sa 3e place et la victoire de Francesco Bagnaia au GP de Barcelone. Il a décroché son premier titre mondial en MotoGP. Il devance de 10 points le vainqueur du jour au classement général. Et il faut rappeler que Pecco Bagnaia n'avait plus son destin entre les mains. C'était presque mission impossible pour le tenant de la couronne, mais il a tout tenté. Il avait 19 points à reprendre sur une seule course. Il a donc choisi de la pole et de s'élancer avec des tendres à l'arrière. Il a pris des risques, ça a payé parce qu'il a gagné la course, mais pas suffisant pour rattraper son retard. Jorge Martin réussit donc la prouesse d'être couronné en pilote indépendant. Et les Français, eux, sur cette course, n'ont pas brillé. Fabio Quartararo finit 11e et Johan Zarco termine, lui, 14e. On va partir maintenant côté rugby avec, je pense et j'espère en tout cas que vous n'êtes pas passé à côté de la victoire de la France. Victoire étriquée, puisque la France est imposée d'un seul point, 30-29, face à la Nouvelle-Zélande. Et elle signe ainsi une 3e victoire consécutive face aux All Blacks. Et c'est la 2e fois de l'histoire du 15 de France qu'on enchaîne une telle série. Alors, c'est un petit peu le quiz en avance. Selon vous, la dernière fois qu'on ait battu 3 fois d'affilée les All Blacks, c'était quand ? Faut remonter à quand ? Donnez-moi une tranche d'année à peu près. Voilà. Années 90 ? Ouais, j'allais dire 80-90 aussi. Faut se mouiller un peu plus, les gars, quand même, un petit peu plus précis. Vous êtes dans la bonne tranche. Vous êtes dans la bonne tranche. On va savoir plus. Allez, on va dire 87, jusqu'à 90. Allez, on va dire 94-97, vers là. C'est fort de la part de Raphaël, parce que la dernière fois, il faut remonter il y a 30 ans, en fait. C'était entre 94 et 95. Donc on est pas loin pour Raphaël, dommage. On avait gagné 3 fois les Blacks en 2 saisons, quoi. Et dans la même soirée, une autre affiche de gala niveau rugby avait lieu. L'Angleterre affrontait l'Afrique du Sud et les Springboks se sont logiquement imposés 29-20 en Angleterre, malgré un match assez serré, mais une première mi-temps très très forte de la part des Springboks. L'Irlande, elle, a battu l'Argentine 22-19 quand l'Écosse a atomisé le Portugal. L'Australie, nation forte du rugby, elle aussi a gagné ce dimanche contre un autre pays emblématique qui joue le tournoi Destination, Pays de Galles, 52-20 pour l'Australie. Et puis on va partir un petit peu
Côté basket ou en NBA, où on a eu le droit à plusieurs superbes matchs avec des victoires à l'arraché, comme celle des Bucks, 101-100. Un point gagnant à 3 secondes de la fin, c'est pas mal. Et puis les Clippers de Los Angeles ont eux aussi dépassé les 100 points dans un match serré en s'imposant 102-99 contre les Warriors. Et dernière affiche des galas, les Mavericks se sont imposés 121-119 ce dimanche. Alors pour ce qui est du championnat de France, Le Mans est allé gagner à Monaco, quand Paris a surclassé Strasbourg 106-74 et se place désormais deuxième du classement. Après le basket, tu vas nous parler de tennis, c'est bien ça ? C'est bien ça, on va aller sur le tennis avec une petite séquence émotion à la fin de ce petit chapitre tennis. Sinner finit d'abord sa belle saison en beauté, puisqu'il s'impose au Master de Turin en battant Fritz 2-7-0, 6-4, 6-4. Je dois reconnaître à Raphaël, il y a 2 semaines, qu'il avait pronostiqué une victoire de Sinner quand je ne l'avais pas fait du tout. Et puis, résultat de Nadal en Coupe Davis, c'est tombé ce soir, sûrement pour son dernier match de sa carrière. La légende Raphaël Nadal a perdu 6-4, 6-4 face au néerlandais Van de Zandschulps. Et ça fait mal au cœur, mais l'homme au 14 Roland Garros a reçu de beaux hommages dans la soirée, comme celui de Federer ou de Nike, qui en toute simplicité lui a rendu un hommage avec une superbe animation en face de la Tour Eiffel. Et puis ce soir, Carlos Alcaraz doit donc obligatoirement s'imposer pour maintenir l'Espagne en vie dans la Coupe Davis. Alors une petite question un peu bête, mais c'est qui vous, votre GOAT du tennis, votre coup de cœur entre les 3 légendes, Djoko, Federer et Nadal? Pour moi, ça reste Federer quand même. Je trouve que c'est la classe, le revers à une main, Wimbledon, non, Federer, j'ai pas grand chose à dégage, dire. Quoi. Voilà, ce qui dégage. C'est pas moi qui vais te contredire, je suis 100% derrière Federer aussi. Je sens que Raphaël peut... J'ai un autre avis, puisque du fait du prénom, simplement, il s'appelle Raphaël Nadal, et je m'appelle Raphaël aussi, donc depuis petit, je me mets en tête que c'est lui le meilleur des 3. Ok, bon voilà, on a eu vos différents goûts et préférences. Et maintenant, parce que je trouve qu'en dehors des JO, on en parle trop peu à mon goût, on va partir côté athlétisme et course à pied, un peu de cross ce soir. Et oui, dimanche se déroulait le cross international d'Alonne. Ce cross qui en fait servait aussi de support de sélection pour les championnats d'Europe de cross a vu Jimmy Gressier s'imposer dimanche sur un parcours de 8 km. Le recordman de France du 5 et 10 000 mètres a fait exploser le public sartois, puisqu'au terme d'une course très tactique de sa part, il a réussi à battre au sprint final 2 Éthiopiens renommés en la personne de Kouma Jirma et Mikesa Fikadou. Et pourtant, le natif de Boulogne était selon lui à 60% de ses moyens physiques, donc c'est à noter, mais à 140% dans la tête, poussé par le public français qui a vraiment répondu présent. Et si on attendait plus de noms comme Bastien Augusto ou Yann Schrub pour la victoire finale du côté français, ce sont bien ces 2-là qui complètent le podium. Malheureusement, comme souvent dans cette catégorie, Gressier et Schrub, champions d'Europe en titre de la discipline, ne sont pas sûrs d'y participer. Alors ce serait Valentin Baudouin et Donovan Christian, 2 pointures quand même de l'athlétisme français pour les remplacer. Bastien Augusto et Alexis Mielet, eux, sauf imprévu, compléteront bien l'équipe de France qui se déplacera donc en Turquie dans 3 semaines. Côté féminine, Manon Trapp impériale a terminé 3e de la course, mais première française. Et elle fait un petit peu figure d'outsider pour aller titiller le podium au championnat d'Europe, aussi en Turquie dans 3 semaines. Place au foot maintenant, Loïc ? C'est ça, place au foot. Je pense qu'on est tous un petit peu passionnés par ce sport autour de cette table. En tout cas, on est plusieurs, ça je le sais. Et puis on a eu le droit cette semaine à notre passionnante et qu'on chérit tant Ligue des Nations, et puis après son magnifique nul vierge contre l'Israël, la France a néanmoins un petit peu réagi, déjà qualifiée. Elle termine quand même première de son groupe, sa victoire 3-1 face à l'Italie à San Siro. On en reparlera lors du débat bien sûr, mais c'est un petit point positif à noter dans l'année des Bleus, une victoire par 2 buts d'écart avec 3 buts à l'extérieur. Et puis on a été sauvés en fait par le duc Adrien Rabiot, qui a inscrit un doublé sur 2 passes décisives de Lucas Digne, qui s'est offert un superbe coup franc. Il était du niveau de Zidane, ce Digne, dimanche dernier, Raphaël.
Premier doublé de la tête dans l'histoire des Bleus depuis Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 98. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est ça. Il faut bien des Marseillais pour rehausser le niveau de la défense. Oh, attention, parce que est-ce que Rabiot est vraiment un Marseillais dans le fond? J'en doute. Et puis, par contre, Rabiot nous permet d'éviter des gros calibres comme l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal en quart de finale de la Nation League. Et donc aussi, les Bleus recevront pour le match retour de leur quart de finale. C'est à noter, c'est plutôt sympa. Et surprise ou non d'ailleurs, vu l'état de la Belgique en ce moment, dans notre groupe A, puisque Israël s'est imposé face au Diable Rouge à Budapest, en terrain neutre, bien sûr, dimanche 1-0, suite à une énorme erreur de relance de Smets à la 86e. La Belgique, c'est quand même compliqué ces dernières semaines. Vous imaginez quoi? Changement d'entraîneur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qui a été compliqué surtout, c'est les blessés sur cette trêve. Je crois que le sélectionneur a présélectionné 51 joueurs, il y en a 26 qui n'étaient pas là pour blessure. Il a dû sélectionner un jeune de Coventry qui avait seulement 6 matchs en pro, donc avec un effectif comme ça, c'est un peu compliqué d'aller chercher quelque chose. Après, on sait que ça reste la Belgique, mais je pense pas qu'il y ait un changement d'entraîneur. On sait que la Ligue des Nations, ils accordent souvent peu d'importance, les joueurs. Donc à voir, faut essayer de se relancer après cet Euro, après cette Ligue des Nations compliquée. Mais je pense pas qu'ils vont changer de coach, non. Non, je pense pas non plus, mais ils avaient quand même un 11 assez qualitatif et puis ils partaient quand même largement favoris face à Israël. Et un autre favori pour les prochaines compétitions, c'est notamment l'Angleterre qui s'est imposée 5-0 contre l'Irlande, de quoi conclure une super semaine pour les Anglais, après s'être imposé 3-0 en Grèce, une petite revanche par rapport à la défaite face à la Grèce la dernière fois. Et puis eux aussi terminent premiers de leur groupe devant la Grèce, à la différence de but, grâce à cette victoire 5-0, comme quoi les détails pourraient faire la différence dans le foot. Et puis... du fait que l'Angleterre finisse premier aussi, les Bleus affronteront soit la Croatie, soit les Pays-Bas, soit le Danemark en quart de finale. C'est des belles affiches, mais c'est faisable quand même. L'Espagne, avec un 11 remanié, a gagné encore dans un match ouvert et plaisant face à la Suisse. Les champions d'Europe se sont imposés 3-2 avec un but de Brian Saragossa à la 93e sur penalty, même s'il a un petit peu disparu depuis son transfert au Bayern. Et comme quoi, il offre la victoire à la Roja. Et puis, historique, Saint-Marin s'est imposé pour la 3e fois de son histoire. Alors, à noter que toute cette victoire, ça a été contre le Liechtenstein et que c'est seulement la première fois qu'il s'impose à l'extérieur, mais exploit quand même. Et puis, l'équipe dernière au classement mondial marque pour la première fois de son histoire aussi plus un but dans un match compétitif. Il termine donc premier du groupe D1 avec 7 points et ils sont premiers promus en Ligue des Nations C. Donc, c'est vraiment c'est historique. Et puis nos Bleuets, dans la soirée, là, ont accroché un nul sur le même score que face à l'Italie il y a 3 jours. De partout, encore une fois, un peu à réaction, les Bleus. Les buteurs de cette équipe sont Chouana et Matistel, 2 anciens Rennais. Donc. Et puis l'Allemagne-Hongrie qui s'est soldée, si je ne me trompe pas, par un 0-0. Tu parlais de l'équipe de France Esport, ça peut être intéressant aussi d'avoir vos avis, les gars. Ça fait 2 fois qu'ils sont menés 2-0. Les Bleuets, ça fait 2 fois qu'ils remontent. On a de très bons jeunes joueurs dans ces équipes. On sait qu'ils prétendent à la sélection A. La formation rennaise à l'honneur ce soir. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette rencontre qui d'ailleurs se disputait à Valenciennes, dans le nord, pas très loin d'ici? Alors, je pense qu'on peut retenir que sur 2 matchs contre 2 grosses nations qui sont l'Italie et l'Allemagne, nos Bleuets ont su quand même avoir du caractère et revenir au score par 2 fois. Et on peut noter surtout qu'il y a eu beaucoup d'absents sur cette trêve, que ce soit donc avec l'équipe cadre, mais aussi avec les Bleuets. Et moi, je suis assez satisfait, même si j'aurais préféré que Thierry Henry reste. Mais on a un beau projet et de belles avenirs pour l'équipe A. Martin, un avis? Moi, je noterai la performance de Ryan Cherkis dans cette trêve internationale pour les Bleuets. Il prouve son très bon début de saison, que ce soit en Europe ou en Ligue 1 avec l'OL. Et là, il montre qu'au niveau international, il ne se cache pas. Il s'est vraiment montré en tant que numéro 10 de ces Bleuets et pourquoi pas être appelé en A prochainement. Justement, Loïc, est-ce que tu penses que c'est un profil qui peut coller au conservatisme qu'on peut reprocher parfois à Didier Deschamps? Alors, je suis bien le premier à reprocher ce conservatisme à Didier Deschamps. De là, voir à Ryan Cherki en numéro 10 de l'équipe de France, moi, je suis pas encore prêt. Je préférais à la limite un Akliouche, un de Monaco, pour l'instant, en tout cas. Mais Ryan Cherki, c'est propre, mais pour moi, il y a encore un cap à passer. Après, c'est vrai que là, dès qu'il a accéléré le jeu face à l'Italie, on a vu tout de suite, il met une superbe passe décisive. C'est un gros joueur, mais je trouve que
pour être numéro 10 de l'équipe de France. On a vu la lourde tâche que c'était avec Antoine Griezmann. Donc je pense qu'il y a un cap à passer, mais pourquoi pas, parce qu'on n'a vraiment personne en numéro 10 en équipe de France. Ça manque de qualité offensive chez les A, donc il faudra aller puiser ça chez les Bleus. C'est sûr. Très bien. Et pardon, Vas-y. Mathis, mais je voudrais juste rectifier une erreur. Il n'y a pas eu 0-0, il y a bien eu match nul, mais un partout entre la Hongrie et l'Allemagne avec un penalty de Sobolzai qui égalise à la 98e minute. Et c'est comme ça qu'on va conclure les résultats. Merci Loïc pour cette chronique. On va pouvoir enchaîner avec la première pause musicale de la soirée. Alors autour de cette table, nous n'étions pas encore nés lorsque cette chanson a fait son carton. C'était à l'époque de France 98. Si je vous dis Gloria Gaynor, vous pouvez bien évidemment penser à I Will Survive, cette chanson qui a accompagné France 98. Ce duet qui accompagnait les Bleus de France 98, c'était Gloria Gaynor, I Will Survive sur Radio Campus Lille. Il est 23h passé de 20 minutes et on va donc pouvoir passer à la chronique suivante, les news qui seront présentées ce soir par Raphaël. On va écouter d'abord le jingle. Vous êtes passé à côté de l'actualité sportive cette semaine ? Pas de panique, c'est le moment des news dans le Campus Sport Club. Et pour commencer ces news, tu vas nous parler, à Raphaël, de géopolitique et de sport. C'est ça, puisque la semaine dernière, lors des matchs de foot de Ligue des Nations, on n'est pas passé inaperçu de, par exemple, la venue de la sélection israélienne à Paris, qui a donné lieu à la mise en place d'un dispositif de sécurité extraordinaire. Plus de 4000 policiers et gendarmes se sont positionnés à l'intérieur et à l'extérieur du Stade de France. Cela afin d'éviter tout débordement similaire à ce qui s'est passé à Amsterdam dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier, en marge du match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Avec près de 20 000 spectateurs lors de France-Israël, la tension s'est faite ressentir et a causé un ratio record de 1 policier pour 4 spectateurs. La tension était également présente lors de l'opposition entre la sélection roumaine et celle kosovare. En effet, la Roumanie ne reconnaît pas le Kosovo sur la scène internationale, alors que cet État s'est déclaré indépendant de la Serbie en 2008. Ainsi, à la fin du match, plusieurs chants en faveur de la Serbie ont résonné dans les tribunes du stade de Bucarest. Les coéquipiers du Lillois Edon Zegrova ont quitté la pelouse et n'y sont jamais revenus. Sauf que la rencontre n'a pas pu advenir à son terme. Les deux nations ont déposé une plainte à l'UEFA qui a indiqué sur son site officiel que le match avait été arrêté et que les dernières minutes de jeu restantes ne seraient pas disputées. Samedi, la DNCG, la commission qui surveille les comptes des clubs français, a puni l'Olympique Lyonnais et Martigues. Les deux clubs voient leur masse salariale encadrée. Ils subissent une interdiction de recrutement lors du mercato hivernal. Mais surtout, la DNCG les sanctionne d'une rétrogradation conservatoire à l'issue de la saison. En Ligue 2 pour Lyon et en National pour Martigues. Si ces deux clubs ne parviennent pas à se redresser financièrement. Alors pour Lyon, c'est près de 200 millions d'euros de déficit. Et à titre informatif, les Lyonnais ont déjà été sanctionnés par la DNCG à l'été 2023. Pourtant, après cette annonce, le propriétaire de l'OL, John Textor, s'est exprimé et a critiqué cette sentence. Et vous, est-ce que cette décision vous fait peur pour Lyon ? Peur, je sais pas, je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir quand même. Parce qu'on sait que John Textor, il y a plusieurs arguments, je crois. Il y a l'entrée dans la bourse américaine, les ventes de certaines parts de Crystal Palace. Ils sont interdits d'acheter des joueurs ou de recevoir des prêts, mais ils peuvent toujours vendre. On sait qu'il y a Ryan Cherki qui a été établi à 30-35 millions et qui intéresse plusieurs clubs cet hiver. Donc je pense qu'il va y avoir des moyens de s'en sortir. Puis l'OL reste un grand club français, donc ça m'étonnerait qu'il descende en Ligue 2. Après, on l'a vu avec Bordeaux malheureusement, mais qu'il descende en Ligue 2 pour des problèmes financiers. Non, puis je pense que du point de vue des droits télé, c'est suffisamment compliqué pour qu'ils essayent peut-être de s'arranger aussi, de garder une belle équipe comme Lyon en Ligue 1. Et puis ça dépendra peut-être aussi, je pense, de leur parcours en Europa League, parce qu'il y a moyen de prendre des belles primes en fonction d'un beau parcours avec des qualifications à la clé. Et puis c'est clair qu'un Ryan Cherki évoqué en ce moment à Liverpool, ça peut renflouer un peu les caisses, mais ça ferait du mal à la tactique lyonnaise. À savoir qu'en 2018, Lille avait subi la même sanction, mais le club avait réussi à se relever. Raphaël, on connaît désormais le lieu du trophée. J'ai perdu le nom, du trophée des champions. Oui, c'est ça, la compétition qui se joue entre le vainqueur de la Coupe de France
et le premier au championnat de Ligue 1 de la saison passée. Donc la Ligue de football professionnel a annoncé hier que le trophée des champions entre l'AS Monaco et le PSG aura lieu le 5 janvier à Doha, au Qatar, avec un pactole de 3 millions d'euros qui sera partagé entre les deux clubs et la LFP. Restons dans le golf. L'Arabie Saoudite a dévoilé son projet de nouveau stade national dans la capitale Riyad. Le stade King Salman, du nom de l'actuel roi d'Arabie Saoudite, devrait être achevé en 2029. Il pourra accueillir près de 92 000 personnes. Et à en voir les images du projet, on croirait que l'enceinte sportive ressemble à un cratère sorti du sol. Je vous laisserai aller voir les images. Il sera sans doute le stade qui accueillera la finale de la Coupe du Monde 2034, dans 10 ans. À présent, on va parler d'un scandale qui fait tache du côté de Tottenham. C'est ça, avec Rodrigo Bentancur, qui écope une grosse suspension par la fédération anglaise. Le milieu de Tottenham reçoit 7 matchs de suspension et une amende de 100 000 euros pour ses propos envers son coéquipier Hugminson. En effet, lors d'une interview en Uruguay, son pays natal, un journaliste lui avait demandé s'il pouvait obtenir le maillot de l'attaquant sud-coréen. Ce par quoi Bentancur avait répondu, je cite, « Son, ou n'importe quel cousin de Sonny, ils se ressemblent tous plus ou moins ». Une réponse non pas au goût des instances footballistiques anglaises. Une autre forte décision, c'est celle de la Juventus, qui a décidé la résolution du contrat de Paul Pogba. Son contrat courait jusqu'en juin 2026 et posait un véritable problème financier pour la vieille dame, qui a préféré s'en séparer. Le joueur est toujours suspendu pour dopage jusqu'au 11 mars prochain. Mais les gars, est-ce que à 31 ans, Pogba peut se relancer ? Bah, ça dépend pour moi ce que tu appelles se relancer, revenir à son meilleur niveau. Jouer dans un club des 5 grands championnats, ça serait se relancer pour moi. Bah, moi, revenir à son meilleur niveau, j'y crois pas. Ouais. J'aimerais beaucoup y croire, mais j'y crois pas. Trop handicapé par les pépins physiques. Et pour moi, trouver un club un peu milieu de tableau ou top 7. Dis des noms. Moi, je sais pas, là, comme ça, j'aimerais bien le voir sous les ordres de Emery à Aston Villa. Okay. Après, il n'y a vraiment aucune rumeur là-dessus. Hein, donc, on évoque pas mal l'Olympique de Marseille, toi qui es fan de l'OM. Mais sinon, non, moi, j'espère le voir revenir à un bon niveau, mais et venir titiller l'équipe de France pour rappeler la vraie époque du milieu de terrain de l'équipe de France. Ouais, pour moi, ça paraît assez peu envisageable en soi que Pogba revienne à son meilleur niveau, parce que bon, ça fait quand même assez longtemps qu'il a pas joué, et que déjà pour revenir au meilleur à un certain niveau, au haut niveau, ça va être assez compliqué pour lui, je pense. Et ouais, pour revenir au top niveau, même un top club, Aston Villa, j'y ai pas pensé, en effet, ça pourrait être pas mal, mais De ce style. T'es son ouais, agent ou pas ? un style par là. J'espère qu'il nous pourquoi fera pas. mentir, en tout cas, mais... Et des nouvelles de candidature à la présidence de la Fédé de foot pour enchaîner ? C'est ça, toujours en football, la FFF a validé les candidatures de Philippe Diallo et de Pierre Samsonov, ainsi que leurs colistiers respectifs pour les élections à la présidence de la 3F. A noter que Jean-Michel Aulas est le vice-président du candidat sortant Diallo, tandis que l'ancien capitaine du Stade Rennais, Romain Dancé, est présent parmi les candidats de Samsonov. Ces élections se tiendront les 10 et 11 décembre prochains. Une autre élection, c'est celle de la World Rugby, qui s'est déroulée mercredi. C'est l'Australien Brent Robinson qui a été élu face à l'ancien international français Abdelatif Benazzi. Ce dernier a été devancé de 2 voix seulement, et Robinson est le premier homme de l'hémisphère sud à occuper ce poste. Il commence alors un mandat de 4 ans. Pour finir, on va parler un petit peu de vélo avant de revenir sur du football. Oui, le manager de la France, Thomas Voeckler, prolonge jusqu'en 2025. Arrivé en 2019 à la tête du cyclisme bleu, l'ancien coureur professionnel a décidé de continuer l'aventure. On se rappelle forcément ici du succès aux Jeux Olympiques avec le double podium de Valentin Madouas et Christophe Laporte. Voeckler aura pour ligne de mire les mondiaux 2025 au Rwanda et les championnats d'Europe qui auront lieu l'an prochain en France, dans notre belle région de l'Ardèche. Ensuite, on revient sur le foot. J'ai une petite question rapide. La Confédération africaine de football a dévoilé la semaine dernière les 5 nominés au prix de joueur africain de l'année 2024. Donc, je vous les cite, il y a Simone Adingra, qui vient de Côte d'Ivoire, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Ademola Lookman et Ronwen Williams. Donc, lui, c'est le gardien sud-africain qui joue dans un club sud-africain.
Et donc j'aimerais savoir à peu près qu'est-ce que vous pensez sur ce prix-là et qui va l'emporter. Ça peut être intéressant d'avoir vos avis. Moi, je suis quand même marqué par la performance d'Ademola Lookman parce qu'un triplé en finale de Ligue Europa, ça vaut pas une saison entière, mais ça fait quand même quelque chose de tellement marquant que je pense qu'il faut pas l'oublier. Contre une équipe invaincue en plus à ce moment-là sur la saison, cette performance-là me donne vraiment envie de parler de Lookman. Après, la CAN n'a pas été gagnée par le Nigeria, donc ça peut aussi se pencher du côté d'un Ivoirien pour ce qui est du côté du palmarès. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je te rejoins complètement. Enfin, je trouve que ça fait un vrai marqueur de différence par rapport aux autres qui ont fait des belles saisons, hein, mais qui n'ont pas ce petit truc, ce petit élément en plus. Et puis, par contre, quand même, à souligner la saison stratosphérique de Serhou Guirassy qui confirme cette année, en plus avec Dortmund, hein, comme quoi c'était pas le temps d'une saison où il surperformait. C'est vraiment un attaquant qui est là cette année, qui est là l'année dernière et qui... C'est dommage, là, on a appris cette soirée que la Guinée, donc sa nation, ne serait pas qualifiée pour la CAN. Non, il lui manque un trophée majeur comparé à Lookman, c'est sûr. Il manque quelque chose. Ouais. Ouais, bah, puis en plus là, il porte Dortmund sur cette saison qui est un peu compliquée pour les jaunes et noirs. Il marque des buts dans le Money Time, donc c'est sûr que après c'est la Bundes, on sait que c'est un peu plus simple pour marquer pour certains attaquants. Après voilà, mais ouais, Lookman, je pense qu'il est favori, surtout que Hakimi sort quand même d'une année un peu irrégulière, même malgré son bon début de saison sur l'aile droite au PSG avec Ousmane Dembélé. La fin de saison en Ligue des Champions, en Ligue 1, c'était un peu poussif pour le Marocain. Donc Lookman semble être le logique vainqueur de ce trophée. Eh bien, merci messieurs. C'était les news de Raphaël. Il est 23h30. Vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106,6. On va pouvoir maintenant parler du débat de la soirée. Je sais que vous l'attendez avec impatience, messieurs. Fin de saison de l'équipe de France, fin d'année civile. En tout cas, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Demi-finaliste à l'Euro, premier de son groupe en Ligue des Nations, avec quand même un contenu pauvre. Des problèmes aussi avec le capitaine Mbappé. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison, Raphaël? Beaucoup de négatifs. D'abord, forcément, on va dire ce qui est, c'est que les matchs sont ennuyants. On s'endort devant les matchs. On a l'impression que les joueurs ne sont pas à fond. Il y en a qui choisissent leur match. Contre l'Italie, ils avaient choisi leur match. Il y en a même qui choisissent leur compétition. Mbappé qui ne joue jamais la Ligue des Nations. Et, un manque de qualité offensive. Il y a 5 matchs sur les 16 qu'on a joué cette année où on ne marque pas. Et c'est presque un record sous Deschamps. Et franchement, beaucoup de négatifs. Je pense qu'on va commencer par là parce que c'est ce qui saute aux yeux dès le début, je pense. Quelqu'un pour prendre le contre-pied? Bah non, c'est pas vraiment un contre-pied. Après, il dit qu'on est ennuyant. On l'a souvent été quand même, mais notre force c'était de gagner, d'être costaud. Là, je trouve qu'on est ennuyant et en plus on gagne plus ou alors c'est vraiment faible. On a fait beaucoup d'égalités cette saison, comme pendant l'Euro par exemple, où en tout cas on n'a pas marqué de but. Et puis moi, ce que je retiens notamment de cette année 2024, c'est des gestions catastrophiques comme celle du cas Griezmann. Moi, je m'en suis toujours pas remis, j'ai vraiment pas digéré le truc. Et puis je me suis fait une réflexion aussi que sans Mbappé à son top niveau, on est moins bon. C'est un constat que je me suis fait que... Je sais pas, parce que je peux pas comparer quand on avait Griezmann et Giroud, on va dire, à leur prime, et maintenant où ils sont plus là. Ouais, mais justement, Mbappé pourrait porter un petit peu l'équipe. Il aime bien être la vedette d'un groupe, et moi je trouve que c'est un constat objectif. Mbappé est moins bien, on est moins bien, et devant c'est plus dur. Donc je sais pas ce que pense Martin. Ouais, c'est sûr que l'attaque de l'équipe de France passait énormément sur l'aile gauche avec le numéro 10 de l'équipe de France et capitaine maintenant. C'est sûr qu'il a été gêné à l'Euro avec sa grosse blessure au nez malheureusement. Mais il y a eu Deschamps qui a un peu forcé quand même sur Mbappé sur la compétition. On voyait qu'il pouvait plus, qu'il était fatigué, que ce soit mentalement ou physiquement. Et là c'est vrai qu'on le ressent sur le jeu qu'il manque ce danger sur l'aile gauche, même si Barcola fait un bon travail en équipe de France. Puis la connexion Hernandez-Mbappé, je trouvais que ça fonctionnait vachement bien. Deschamps essaye de le repositionner en 9 et mettre Thuram à gauche. C'est assez catastrophique, puisqu'il faut se le dire, Thuram en équipe de France, c'est niveau national 2.
Ouais, après, offensivement, on parle, mais pour moi, il y a quand même une satisfaction. C'est quand même Randal Colomani. C'est 6 buts en 2024 en équipe de France. Il est ultra décisif. C'est lui qui marque le but contre l'Espagne. En Belgique, contre la Belgique, le but lui est pas accordé, mais c'est lui qui se crée l'occasion. Donc pour moi, c'est la satisfaction quand même en attaque dans cette équipe de France en 2024. Il met même un doublé contre la Belgique au retour, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Hein. Je parlais de l'Euro. Ah oui, ok. Ouais, non, mais Ok. Parce qu'après, en Ligue des Nations, il marque aussi. Excusez-moi, je parlais de l'Euro. Non, je sais pas ce qu'en pense Mathis, hein, mais moi, l'autre point positif que je vois, c'est quand même ce qu'on peut pas enlever à Deschamps pour l'instant, même si je trouve qu'il a un peu perdu la main sur son groupe, c'est la solidité défensive. À l'Euro, c'est le truc qui nous a sauvés. Là encore, on prend très peu de buts. Même si, perso, je m'endors devant les matchs et je regarde l'Espagne maintenant, on prend très peu de buts. Je sais pas si c'est grâce à Deschamps ou plutôt grâce à un Mike Maignan qui, franchement, fait de très bonnes performances. Il nous a limite fait oublier Loris rapidement. Donc, je pense qu'il faut insister sur le bon point des gardiens. Sachant qu'on peut noter aussi, Lucas Chevalier a fait sa première convocation. Il n'a pas encore joué, mais il a rejoint le groupe. Et je pense qu'on a un avenir radieux au niveau des gardiens. Ça, c'est un point positif. Et Oui. je pense pas que c'est le Deschamps qui fait que. Non, mais il a enfin passé le cap de mettre un Saliba C'est vrai. qui boudait un petit peu au début. Konaté s'impose vraiment comme un taulier en équipe de France parce qu'il joue un peu plus avec Liverpool aussi. Donc voilà. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette Ouais. équipe. Pour moi, le vrai point positif cette année, c'est Maignan, clairement. Mais c'est pas rassurant sur l'état de l'équipe de France, justement. Non, mais Sans le si gardien. on fait un bilan de l'équipe de France, pour moi, c'est clairement Maignan. Il assure, il s'impose comme un leader de vestiaire, clairement. Après, moi, ce que je reprocherais un petit peu à Deschamps, c'est que j'ai vu la stat en préparant l'émission, c'est que cette année, il y a seulement 3 nouveaux joueurs qu'il a convoqués. Seulement 3. Alors, bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour la continuité, mais en même temps, s'il a envie de régénérer un peu son vestiaire, c'est un peu compliqué, quoi. Tu trouves que c'est mauvais? Enfin, par rapport aux autres années, c'est moins? Ah oui. Ah ouais? Ouais, Alors- 2022 c'est record, 2023 il y en a eu beaucoup aussi. Ouais, si 2022 c'est record aussi, peut-être que. Et qu'est-ce Ouais, que tu convoquerais là, Ouais, toi, c'est ça, du coup, cette année, un moi, petit je vois peu pas pour- Non, en vrai- qui est un scandale. Hein. qui toque à la porte? Bah, en fait moi je sais pas, je trouve que c'est encore, enfin je trouve que c'est il les tente mêmes pas, tout quoi. le temps Ouais. et c'est pour ça aussi qu'on s'ennuie. On a parlé Enfin, d'Akliouche tout à l'heure, on parle de Ryan Cherki, potentiellement vrai, aussi peut-être aller chercher des un petit peu plus jeunes qui peuvent apporter cette fougue. Ça, Parce que déjà, il y a eu Olysée après les JO qui il était temps de l'appeler, je pense, honnêtement. c'est On clair. peut aussi parler plutôt, avec côté positif, on a parlé de la défense, ces nouveaux visages aussi qui toquent, qui sont peut-être pas encore là, mais qui donnent envie de regarder l'équipe de France peut-être dans le futur. Est-ce que vous avez des noms comme ça en tête, Akliouche, Cherki, Désiré Doué, même si c'est un peu plus Moi, compliqué au PSG? Là, il vient de revenir avec l'AS Roma, mais pour moi, il y a quelqu'un qu'on oublie trop souvent qui était de la génération des Bleus il y a 1 ou 2 ans, qui est Enzo Lefebvre, qui est un excellent joueur et qui pour moi est peut-être un peu le numéro 10. Bon, bien sûr, il y a Cherki qui est pour l'instant un cran au-dessus, mais qui serait un petit peu le numéro 10 technique, capable de casser une ligne, contrairement à tous les joueurs qu'on a actuellement, et puis pas seulement un monstre physique qui récupère des ballons et qui joue dans un fauteuil derrière. Comme Enzo, ça. Enzo Mio aussi, capitaine Enzo avec, Mio, c'est vrai, qui avec fait un gros début de les saison Bleus. à Stuttgart. À Donc, Stuttgart. Il y a pas mal de prétendants, je pense, pour redorer ce, moi, je pensais, ce visage. ouais, je pensais, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais un Jean-Philippe Mateta aussi, hein, qui marque beaucoup en première ligue et puis qui apporterait un profil un petit peu différent, je trouve, parce qu'en fait, Colomboigny, Thuram, il est très costaud, mais dos au jeu, je l'ai jamais vu garder un ballon et mettre une remise propre. Mateta, je trouve qu'il apporterait pas un profil à la Giro. Thuram, il a bien joué attention, quand même. On s'enflamme pas, mais. Thuram, il a bien joué contre l'Italie, je trouvais, même si d'un dernier geste c'était très poussif. Ouais, non, mais il a fait un bon match sur. Mateta, il sur- commence à être vieux quand même. Hein. Je pense que le train est passé en pour lui. PL, en PL, je trouve ça très fort. Hein. Et puis quand on a vu au JO, là, comment il a réussi à porter l'équipe alors qu'il jouait pas forcément à son poste. C'est pas la vision de Deschamps. Enfin, je suis d'accord, je l'ai adoré pendant les JO et d'ailleurs c'est un point positif, même si c'est pas l'équipe A. Franchement, d'avoir fait des si beaux JO, on aurait pu peut-être gagner, mais l'Espagne était vraiment au-dessus. C'est un véritable point positif. Et Mateta, je le vois pas arriver en équipe de France. On a déjà tellement de joueurs offensifs, jeunes,
mais parmi qui sont pas Ouais, mais convoqués. de qualité, on en a combien? Kolo Muani ne joue pas en club. Thuram en équipe de France. Ouais, à l'Inter Milan, c'est pas- très fort. Pas hein. jeune, mais qu'il aurait pu rappeler quand même. Il a du mal à le rappeler, c'est la Casette. C'est vrai. Hein, moi, En tant que supporter stéphanois, ça me fait mal de dire ça, mais. Je parle beaucoup de Lyon cette émission. Mais, là. ouais, écoute, on est obligé. Ils ont gagné le derby, faut leur accorder ça, mais. Ouais, je pense que c'est plus logique quand même de parler de la Casette avant de parler de Mateta, avec tout le respect pour Mateta. Oui, c'est vrai, mais j'évoquais Mateta dans le sens où on sait que la Casette et Deschamps, c'est un amour interdit et que. Mais bon, peut-être que Peut-être qu'il y aura Martin va bientôt militer pour un Léo Petro arrière-gauche de l'équipe de France. Alors, pour le bien de l'équipe de France, non. Et pour se projeter vers le futur, qu'est-ce que vous attendez des prochaines compétitions? Alors on parle de la Ligue des Nations, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas le calendrier, mais même si on va un petit peu plus loin, Coupe du Monde 2026 qui arrive, nouveau visage, toujours cette part de Deschamps un petit peu conservateur. Comment est-ce que vous anticipez cette compétition, alors même si on est encore à 1 an et demi? Moi, j'attends que Deschamps il soit clair avec Mbappé, qu'on arrête avec ses conneries. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il faut dire. Il l'a dit avec l'accent, hein. C'est connerie. Hein. C'est connerie. C'est connerie. Non, soyons sérieux. Courbis. Kylian Mbappé, je pense qu'il y a un véritable manque de respect de sa part sur à la fois le groupe des Bleus et sur nous supporters français, et que j'ai entendu hier comme quoi il y allait avoir une discussion entre le sectionneur et Mbappé. S'il veut garder le brassard, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais même là c'est bizarre. Tu vas pas demander à quelqu'un est-ce que tu veux garder le brassard, il va te dire oui, mais en tout cas On verra. Ouais. on a quoi, 4 mois pour c'est en mars. C'est donc, ça, ouais, un peu plus même. 4 mois pour être posé sur ça. Il a de la chance, Deschamps, il a gagné les derniers matchs avant la fin de l'année, donc il finit sur une bonne note. Mais ce qu'on doit attendre, c'est de véritablement partir sur une nouvelle base avec un capitaine qui tient ses soldats et qu'on aille de l'avant. Moi, ce que j'attends tout simplement des prochaines compétitions, c'est de ne plus voir Deschamps à la tête de cette équipe. Ça lui Non, a mais- Amical. Je suis... En plus, moi, ça m'attriste hein, parce que Deschamps nous a fait vibrer. Je trouve ça vraiment dommage qu'il s'accroche à son poste parce qu'il va partir avec une image négative des Français. Bon, on est Sauf s'il gagne la Coupe du Monde 2026. Ouais, mais alors là, Est-ce qu'il va la faire Est-ce qu'il doit la faire? Est-ce qu'il doit la jouer déjà? Je pense que là il est parti pour aller au moins jusqu'en Je pense 2026. que- Et je le pense problème, que- c'est que les joueurs de l'équipe de France ne se battent plus pour lui, en fait. Depuis 2022, je trouve que les joueurs. Non, mais notre grosse force, comme dit Martin, c'était notre caractère, notre équipe hargneuse. Et puis là, on sent qu'il a perdu le groupe. Après, moi, je pense qu'en même temps, quand on entend le même discours depuis 10 ans, c'est normal qu'il y ait un phénomène de lassitude. Ouais, et puis je crois que l'objectif c'était demi-finale à l'Euro. Pour qu'il C'est rempile, ça. il fait demi. C'est ça, c'est ça, Factuellement, mais c'est- il rentre dans les C'est ce qui est critères triste, de- hein, c'est que la fédération va le soutenir, alors que, enfin, il y a quand même une vraie cassure qui se fait actuellement entre le peuple français et son équipe de France. Hein. Il n'y a qu'à voir les audiences. Le rugby a dépassé le foot l'autre jour, alors que le foot est quand même le sport populaire de base. On a fait moins de 5 millions, je crois, contre l'Israël. Et puis c'était plus de 7 millions. Bon, après, c'est une autre affiche, hein, Puis c'était France-Nouvelle-Zélande, bien sûr. voilà, faut mais deux poids deux mesures, mais je oui, crois quand qu'en même. France-Italie, on n'a pas. Je sais pas. Je pense que pour Deschamps, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que on est en train de changer, de tourner une page. Là, il est en train de débuter justement ce changement. Donc, le virer, c'est soit maintenant, soit t'attends encore 2 ans. Là, tu rentres dans un nouveau cycle. Faut justement, je le redis, mais repartir sur une nouvelle base. Donc, si on commence avec Deschamps, on continue avec lui pendant 2 ans, je pense. Et il faut attendre les résultats de la présidence de la FFF, parce qu'on sait que Philippe Diallo et Deschamps, ils s'entendent bien. Ça sera sûrement Philippe Diallo qui sera président, donc ça continuera en tandem, je pense. Augustin, un petit mot sur le futur des Bleus? Ouais, non, mais juste pour rebondir sur Deschamps, je suis d'accord. Il va falloir attendre la présidence, mais t'as raison. Deschamps, pour moi, s'il reste, en tout cas, si Deschamps reste, c'est jusqu'à la Coupe du Monde 2026 au moins, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Griezmann a quitté l'équipe de France. C'est-à-dire que je pense que s'il y avait eu un nouvel entraîneur, s'il avait l'assurance d'un nouvel entraîneur, je pense qu'il serait peut-être resté
Mais là, je pense que entre les conflits au sein du vestiaire avec Mbappé et tout ça, aussi, comment dire, si je reprends aussi sur Mbappé, je pense qu'il reviendra pas. Je pense que non mais Pour toi, il reviendra pas en équipe. C'est fini, Mbappé. On a vu pour son moi, dernier match. si Deschamps reste à la C'est pas tête, bête. pour moi, Mbappé ne reviendra pas parce que Deschamps, pour moi, il va pas se faire marcher sur les Ok. pieds. Ah ouais, donc pour toi, c'est un problème relation Deschamps-Mbappé. Et aussi un problème de vestiaire. Ok. Et, parce que pour moi, il y a un gros conflit, notamment avec Maignan, on l'a vu passer le conflit dans le vestiaire. Pour moi, il y a un problème d'ego dans ce vestiaire. Et pour moi, l'équipe de France passera toujours au-dessus pour Deschamps. Et donc, s'il faut enlever Mbappé, pourquoi pas. C'est sur cette grosse déclat qu'on va arrêter ce débat. Fort passionnant. N'hésitez pas à donner vos avis. C'était intéressant en tout cas de pouvoir discuter de ça avec vous. Maintenant, cette équipe de France, on l'a plutôt dit, elle ne nous aura pas fait autant rêver qu'en 2018. Si vous voyez où je veux en venir, on a rendu hommage à la première étoile lors de la première musique. Tout de suite, c'est VG Dream et son tube Ramener la coupe à la maison. Que de bons souvenirs, cette chanson, c'était VG Dream et son titre Ramener la coupe à la maison. Il est à 23h passé de 49 minutes. Vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106,6 devant votre dose hebdomadaire de sport, le Campus Sport Club. Et il est l'heure du quiz dans le CSC. On va innover un petit peu. Il nous est préparé ce soir par Martin. On va pouvoir mesurer le niveau de nos chroniqueurs du soir juste après le jingle. Les chroniqueurs sont-ils au point sur l'actualité sportive ? C'est l'heure du quiz dans le Campus Sport Club. Et oui, Mathis, ce soir, nous allons donc voir si les chroniqueurs du CSC sont réellement des experts du sport, avec un quiz qui portera sur du basket, du tennis, du ski, de la moto. Bref, beaucoup de sports vont faire l'objet d'une question. On commence par les règles, messieurs, c'est 1 point par bonne réponse. Une possibilité de réponse et par personne. Pas besoin de lever la main, c'est le premier qui parle qui a l'honneur de répondre. Et j'invite tous nos éditeurs à jouer pour voir s'ils sont meilleurs que nos chroniqueurs. On commence directement avec la balle orange. Qui est le leader de la Betclic Elite ? Oh, j'ai vu tout à l'heure en plus. Cholet. Cholet, Ah et oui, ouais, c'est Raphaël j'ai qui prend le appliqué point. Cholet, en plus. Le club de Maine-et-Loire est inarrêtable, 7 victoires en 8 matchs. Un autre club français est en forme en Euroleague. On va voir si vous avez la réponse. Petite question. Le Paris Basketball est sur une série de combien de victoires en Euroleague ? 4. Non. C'est 6. Ah, à l'égalité. Égalité entre Augustin et Loïc, c'est 6 victoires pour le Paris Basketball, deuxième ex-aequo. Au hasard pour Loïc ? Non, c'était une connaissance personnelle. 2 petites questions NBA maintenant. La semaine dernière, Wembanyama a dominé Washington dans la nuit de mercredi à jeudi en battant son record de points en un seul match. De combien ? 50. 50, et oui, c'est Raphaël. Il a été plus vif. Ouais, un joli 18 sur 29 à 3 points. Et toujours NBA, quelle équipe NBA est toujours invaincue ? Ah, la 15-0. NBA, c'est vraiment pas. Boston. Non. Faut suivre les gars, faut suivre. Mais Mathis, Moi je l'ai, mais je vous laisse participer. Maverick. allez, prouve-nous ta supériorité. Ah, c'est les Cleveland Cavaliers. Ah oui, c'est les Cleveland Et Cavaliers. D'ailleurs, gros choc cette Ce nuit. soir contre les Celtics, c'est Ouais. oui, contre les champions en titre, voir s'ils arrivent à garder ce bon début de saison. Je crois que je viens de me rendre compte que je t'ai mangé ta question d'après, non ? Non, du tout. Non ? Ok, bon, je pensais que la question suivante c'était. Ouais, non, c'est bon. Non, on passe à autre chose. Ouais. Un peu de tennis alors du coup ? Ouais, un peu de tennis, il va falloir être rapide, messieurs. Qui vient de gagner les ATP Finals ? Sinner. Sinon. Et c'est Raphaël qui est rapide. Raphaël est un joueur. ce soir. Combien de sets a-t-il perdu pendant ces ATP Finals ? 0. 0, c'est pour Loïc. 0, domination extrême de l'Italien. Un peu de ski maintenant. Quel skieur français a gagné le premier slalom de la saison à Lévis ? Ouais, non. Oh les gars, Je sais. grosse actu je sais là. pas. Ouais, c'est vrai. Non, pourtant, je suis pas On branché. n'est pas ski. savoyard comme toi, désolé. Ah, Clément Noël quand Clément même. Noël qui n'a pas gagné la Quand saison même. passée, commence parfaitement son début de saison avec cette belle victoire en slalom. Un peu de moto maintenant ce dimanche fait dérouler le Grand Prix à grand suspense. C'est Jorge Martin qui est champion du monde. Dans quelle écurie il court Pour quelle écurie Une il écurie pilote indépendante. Ah mais je veux le nom moi. Oh, mais Oh, non, je... bouge Pas de triche. Même si c'est sur ma chronique. Ah, Ah, justement. Ducati. Ah, je l'accorde un point et demi à Raphaël parce que c'est Prima, Ah, c'est ça. Pramac Ducati. Ok. C'est ça. pas l'équipe de l'entreprise Ducati. C'est d'ailleurs une première depuis 2001, depuis la création de MotoGP.
un peu d'athlétisme. Loïc a dit qu'on n'en parlait pas assez. Étienne Daguinos vient de battre le record d'Europe de 10 km à Lille. Quel est le temps exact? 26,56. Non, 27-08. Non, 0,1. Non plus. Ouais, ici. 25, Augustin. 35. non, Non. 27 Patrice. 10. J'ai non. déjà participé. Tu peux rejouer. Ah bon? Ouais. C'est 26,57 alors. Non. C'est au-dessus des 27 minutes. C'est au-dessus des 27. 27. Ah, mais c'est 27,03. Ah, pas loin, pas loin. 0,1. Non. 27-4. Oui, 27, 4 points pour Raphaël. Mais je croyais que c'était. Et- Jimmy Gressier avait fait 27. Et il a battu donc Le record de Jimmy. le Jimmy Gressier. En combien était le record de Jimmy Gressier? 4 secondes de plus. Ouais. 27-30. Non, Ah. c'est pas 4 secondes de plus, non. 7 alors? Ou Ouais, 5? 27-7 c'est pour ça. Loïc, qu'il avait battu en mars 2004 à Lille. À Lille qui a un aussi, parcours très favorable, on le sait. Hein. Et il a annoncé, je crois, qu'il viendrait le battre en mars sur le semi. Enfin, Il va à sur- Bruxelles, en avril, je crois. Je crois qu'il passe par là. Bon. Petite question foot à présent. Voilà, un peu de question de foot dans le CSC quand même. Qui est le nouveau coach de l'AS Roma? Ranieri. Ranieri qui ressort de sa Raphaël. retraite. Raphaël, sur les questions où il faut être rapide, je te Ah, sens il est là, motivé. il est là. Je me suis échauffé pendant la musique, les gars. Et quand même une question là, il va falloir être rapide aussi les mecs si vous avez bien suivi une chronique. Quel joueur de Tottenham vient d'être suspendu 7 matchs? Bentancur on. Allez pour Loïc, alors que c'est la chronique de Raphaël. là, j'ai décidé de. Faut se réveiller Augustin, faut se réveiller Ouais, Augustin. ouais, je suis désolé, mais vous parlez un peu fort dans vos micros, mais c'est pas grave. Samedi se déroulait le derby OL-ASSE, mais chez les féminines cette fois. Est-ce que je peux avoir le score exact s'il vous plaît monsieur? 9-0. Non. Non, c'est l'OL qui s'est imposé. Oui c'est l'OL qui s'imposait. 2-1. Non. Oula. Oh non. 7-0. Plus gros Non. que ça. Augustin, une idée? C'est un gros score. Honnêtement, Indice, c'est le nombre de joueurs. 11-0. 11-0. Ah oui, j'ai vu ça. 11-0 pour Raphaël avec un quadruplé de Oran notamment. Bon Comme messieurs, quoi, là, Saint-Etienne, c'est vraiment 3 points gratuits dans tous les championnats. bon messieurs, messieurs, c'est la fin de ce quiz et c'est Raphaël qui l'emporte, largement, qui a été plus vif que Loïc et Augustin. Largement. C'est donc le meilleur Bravo, chroniqueur de cette soirée, celui qui est le plus au point sur l'actualité. Même Merci, si Mathis Plus n'a pas, rapide, en tout cas. Mathis n'a pas pu répondre, mais je pense qu'il aurait pu avoir plusieurs points sur le basket notamment. Ah, j'aurais bien aimé participer. Bon, c'est comme ça. Merci Martin pour ce petit quiz et bravo à Raphaël pour la victoire. On peut la noter, c'est la victoire de Raphaël sur le quiz du CSC. À présent, pour conclure l'émission, les immanquables d'Augustin qui aura parfaitement géré en régie ce soir. Merci à toi Augustin, on a un petit peu parlé fort en plus sur le quiz. Merci à vous. On écoute donc ton jingle et c'est parti. La compilation de tous les moments sportifs à ne pas manquer ces prochains jours. Tout de suite, c'est les immanquables dans le Campus Sport Club. Et on ouvre, c'est du classique sur de la Ligue 1, Augustin. Et oui, puisque c'est la 12e journée de Ligue 1 qui s'annonce ce week-end, nos deux meilleurs clubs en Ligue des Champions se rencontrent vendredi. Monaco accueille le Stade brestois à 19h. Le même jour, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse à 21h. Match retransmis sur DAZN. En ce qui concerne nos clubs nordistes, Lens accueille l'OM à 17h samedi, tandis que le LOSC recevra le Stade Rennais à 15h dimanche au Stade Pierre-Mauroy. 14e journée de Ligue 2 vendredi dès 20h sur Beansport. On pourra également assister samedi à 14h. Le Paris FC jouera contre Annecy qui joue la montée. Le deuxième, Lorient se rendra quant à lui en Corse affronter Bastia à 20h samedi. Il y aura aussi quelques gros chocs dans les championnats européens. En Italie, San Siro sera le théâtre du match opposant l'AC Milan aux ennemis turinois de la Juve à 18h samedi prochain. Le leader du championnat Naples recevra lui l'AS Rome, actuellement 12e à 18h. En première ligue, le gros choc de la 12e journée, c'est Man City Tottenham à 18h30 sur les antennes de Canal samedi. On aura également de la Ligue des Champions féminine. C'est demain soir, l'Olympique Lyonnais qui affrontera l'AS Rome au Groupama Stadium pour le compte de la 4e journée. C'est la première fois de l'histoire que les deux équipes s'affrontent et ça sera disponible sur DAZN. Et puis, messieurs, mardi prochain, n'oubliez pas, Ligue des Champions avec... On a deux très grosses affiches à l'extérieur pour nos clubs français. Le PSG se rendra à l'Allianz Arena pour rattraper sa mauvaise campagne européenne. Brest se rendra à Barcelone pour affronter l'ogre
européen. Les Monégasques, eux, 3e, joueront sur le Rocher contre Benfica. Et à la même heure, Lille jouera à Bologne. Sinon, hors du continent européen, un peu atypique, samedi soir à 21h sur la chaîne L'équipe, vous pourrez profiter de la finale de la Copa Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud. La finale opposant le club argentin du Racing Club au brésilien du club de Cruzeiro aura lieu au Paraguay. Un peu de basket maintenant ? Ouais, on assistera cette semaine à la 3e et 4e journée de qualification pour l'Euro masculin. Nos Bleus affronteront Chypre cette semaine à 2 reprises. Ils s'envoleront à Nicosie jeudi à 18h. Puis ils recevront cette même équipe de Chypre dimanche à Poitiers à 17h. Jeudi soir à 19h, il y aura également un gros choc en Euroleague entre deux poids lourds du basket français. Deux poids lourds du basket français. Monaco affrontera l'Asvel pour la 11e journée. Et puis en rugby, le 15 de France joue son dernier match de l'année au Stade de France vendredi. Rendez-vous sur TF1 contre l'Argentine à 21h10 pour nos Bleus qui, on l'espère, vont finir cette année et cette tournée d'automne de la plus belle des manières. Le lendemain, reprise du top 14 pour la 10e journée. Match à suivre notamment le Stade français qui accueille à Jambouin le Racing 92 à 21h05 dimanche. Un derby parisien qui sera retransmis sur Canal+. Et pour finir, de la Formule 1 ? Absolument de la Formule 1 ce week-end, c'est le Grand Prix de Las Vegas. Il faudra être matinal, messieurs, puisque la course se déroule de nuit. 7 heures pour les qualifications, 7 heures pour la course, et pour les plus courageux qui veulent assister aux premiers et derniers essais libres, ce sera à 3h30. Merci à toi, Augustin, pour ces immanquables. Vous devez normalement tout savoir maintenant sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines, la semaine prochaine même, sur les différents événements sportifs. Le Campus Sport Club touche à sa fin pour cette édition du mardi 19 novembre. Il est 23h59. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Loïc pour ta participation. Merci à toi, Mathis, et puis content pour Raphaël, parce que s'il gagne, ça donnera peut-être des points à l'OM. Merci Raphaël. J'ai mis le premier pour le quiz, les gars. Merci Martin. Merci Mathis et merci Augustin à la régie. Merci Mathis pour l'animation. Merci à vous les gars. Ça a été un plaisir de faire la régie ce soir, et puis à plus. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le Campus Sport Club. Bye bye.